Ça pour le Ok. passer pour les questions. Ok, bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle Leijun, ça se prononce Leijun. Ça fait bientôt 7 ans que je fais du Ruby. Avant, je faisais d'autres technos. Du coup, moi, je me suis dit que j'ai participé à plusieurs talks de Meetup. Je me suis dit que pourquoi ne pas donner un talk basé sur mes propres expériences. Et les dernières fois que je suis venu, j'ai vu que vous avez ici, dans la communauté, la plupart, plus la moitié des gens qui ont plus de 10 ans de seniorité. Je ne sais pas si c'est encore utile pour vous ou pas, mais bon. Donc, c'est bon, on va y aller. Le titre, c'est Rails Best Practice. Dedans, je vais vous parler. Pardon. Ok, je vais vous parler sur les 5 sujets principaux. Pour vous donner des conseils basés sur mes propres expériences du passé. Tout d'abord, je vais m'attaquer sur le sujet de database. C'est quand même assez important. Tout d'abord, je voulais dire que sur l'indexation, moi, dans les projets que j'ai vus, il y a pas mal de projets qui ont mis des index par exemple, sur statut qui ont très peu de cardinalité. Moi, je dis que non, on doit éviter de mettre un index si la cardinalité est trop petite, inférieure à 100. Allez-y. Pour les juniors, expliquer la cardinalité. Oh, c'est le nombre. C'est le nombre. OK. Prenons l'exemple de ce statut qui est pending et completed. Même si on a réussi à utiliser l'index, on a éliminé la moitié. Du coup, le reste, on doit quand même utiliser le full scan. Et si on rajoute trop d'index, c'est compliqué pour l'insertion. Et pour un cas spécifique pour Postgre, ça veut dire que si on sélectionne, si on met index sur statut et un index sur ID, si on sélectionne un user où statut est égal, ID est égal, le query plan de Postgre, il peut se tromper. Il peut emprunter, au lieu d'emprunter index sur ID, il emprunte index sur statut. Du coup, ça donne des performances qui n'est pas correctes. Ensuite, je vais parler de la migration. Il faut toujours regarder avant de faire la migration, surtout lorsque votre projet, votre application commence à avoir pas mal de data dans la base de données. Il faut faire attention, c'est que pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que si on a plus d'1 million, si on fait une migration, ça peut freezer la database pendant quelques secondes. Ensuite, si c'est 100 millions, ça peut freezer jusqu'à même quelques heures. Du coup, il faut faire super attention, bien voir les codes qu'on met dans le fichier migration. Et si jamais on rencontre une telle database, il ne faut pas simplement faire add quelque chose, add index, il faut faire de manière séparée. Par exemple, ça c'est aussi ce qu'on fait zéro d'entrant migration stratégie. Tout d'abord, on va rajouter une colonne qui n'a rien, qui n'a pas de valeur. Du coup, on va retopopulate les data. Et lorsqu'on rajoute un index pour une grosse table, il faut utiliser de manière concurrencielle. Ensuite, je vais parler de la transaction. Il faut faire super attention si c'est si c'est le contrôleur qui commence before action. Souvent, before action, c'est before action. Souvent, before action, on va chercher le user. Si on fait user, alors que ensuite on fait un call
un external core API. Et par exemple, pour ce cas-là, on fait un create un order. Ici, il y a un souci. C'est parce que lorsqu'on va chercher le user query, on va ouvrir la transaction. Ici, on ferme la transaction. Du coup, pendant la transaction, il fait aussi le fetch ID, alors que lorsqu'on cherche des data à l'extérieur, c'est hyper coûteux au niveau de temps. Ici, pour résoudre ce problème, on va d'abord faire un call API. Ensuite, on va ouvrir une transaction. Parce que si la transaction est trop longtemps, si la transaction dure trop longtemps, ça nous pose trop de soucis. Ensuite, après, je vais vous parler de Ionic, la clé unique. Pour moi, il faut le renforcer au niveau de database. Je vois des projets qui le fait au niveau modèle, validate uniqueness. Mais le problème, c'est que eux, ils n'osent pas trop le rajouter au niveau database parce qu'il y a trop de data et du coup, ils se contentent au niveau de modèle. Par contre ici, c'est qu'au niveau modèle, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas suffisant. On peut toujours avoir des problèmes dans la concurrence. Ensuite, on crée des duplications de data et ça crée des bugs inattendus et après, c'est chiant de le fixer. Donc maintenant, je vais parler d'un autre sujet. J'ai fini database. Maintenant, je vais parler des jobs asynchrones et static. Ici, le plus important, c'est qu'il faut dire que c'est super important d'assumer l'idempotency de backend job. Au moins, il faut assurer qu'au niveau database, soit idempotent, parce qu'on sait si on fait des printed logs sur des API à l'extérieur, on ne peut pas toujours assumer idempotency. Mais quoi qu'il arrive, on essaie d'assumer database opération soit idempotent. Ensuite, lorsqu'il y a des soucis, on doit essayer de ne pas faire trop de retry parce que ça envoie trop de messages d'erreur dans votre channel Slack. J'avais fait un truc que ça envoyait plus d'un million de messages d'erreur. Du coup, il faut faire super attention. Ensuite, lorsqu'on cherche, souvent, il faut penser au niveau modèle, parce que souvent, dans l'application, on peut avoir des datas qui sont corrompues. Les datas sont supprimées d'une manière inattendue. Pour ce que là, il faut faire super attention. Après, pour le dernier point, on sait que Kubernetes, il peut tuer très bien les pods. Si jamais on a des OOM, out of memory, du coup, il faut essayer, il ne faut pas faire un job trop long. Essayer pour voir que ça peut finir dans les 10 secondes, quoi. Ensuite, maintenant, je parle de business logic et security. Au niveau sécurité, c'est qu'il ne faut jamais essayer, il ne faut jamais faire confiance aux users. Par exemple, faut toujours bien vérifier ownership. Par exemple, ici, lorsque un client il cherche un order, au lieu de faire order find le ID, param ID, on va essayer vérifier si cet ordre appartient à ce user ou pas. On peut aussi utiliser UUID pour, comme ça, les hackers, ils ont du mal à deviner les ID. Après, je pense que ça fait partie des classiques. Ne pas hardcode les secrets. On peut utiliser Alice Application Credential ou environnement variable pour stocker les secrets. Il ne faut surtout pas mettre dans les hardcodes.
Maintenant, je vais parler de caching stratégie. Rails Cache est franchement assez fantastique. On peut, il y a pas mal de projets qui utilisent de manière assez abusive. Ici, bon, c'est très mal utilisé. Ils ont même développé leur propre caching. Un sur Redis, un autre sur Memory. Ici, je vais vous dire seulement, c'est-à-dire que ne pas trop abuser si c'est un data qui est trop grand. Utiliser tout level caching, quoi. La première, c'est on stocke les ID. Deuxième, on stocke les données. Ensuite, quelques conseils pour après, c'est classique. Mais j'arrive jamais à le faire. C'est-à-dire bien écrire le document et vérifier le design doc. Ensuite, en code. Mais même ça, parfois, j'ai souvent tendance de le dépasser. Maintenant, quelques performances. Si on a des sources de performance, facilement, on va checker ces N+1 query first. C'est ça qui nous arrive en tête le plus souvent. Ensuite, on va utiliser le monitoring, que ce soit Datadog ou New Relic. Et pour les sujets qui demandent beaucoup de mémoire, souvent en Rails, lorsqu'on dit que l'application Rails consomme trop de mémoire, souvent la plupart des cas, ce sont les générations de PDF ou images qui consomment trop. Et dans ce cas-là, on va essayer de sortir ces générations de PDF ou d'images Excel dans un service à côté où on utilise serverless. Et voilà, ça c'est la conclusion sur les 5 points: database asynchrone, sécurité, caching et performance. Pardon. À peu près, c'est fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Comme ça, je te passe le micro. Vas-y. Je t'en prie. Parle bien dans le micro. Merci pour la présentation. J'ai une petite question sur le concept d'idempotency. J'avoue que j'ai moins bien suivi cette partie-là. Idempotency? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on doit assumer que les jobs asynchrones peuvent rater et que quand ces jobs ils sont ratés, il va le refaire. Ouais. Ok. Ça veut dire que idempotency, ça veut dire que quoi qu'il arrive, le nombre de fois qu'on a essayé, on essaye toujours d'avoir le même résultat. Ok. D'accord. Si tu veux, genre un exemple assez classique, c'est si je dis que je te fais un virement de 10 €, Ouais. et qu'on se rate, et la commande, elle repasse. Genre sur mon API, ça dit 10 €, 10 €, 10 €. Bah, c'est un peu une hémorragie, tu vois. On ne sait pas trop ce qui va se passer, ça va être un peu la merde. Par contre, on dit, Sylvain fait un virement à de memory une fois, avec un identifiant, avec un timestamp, avec un truc. Et donc du coup, là, si tu le demandes 20 fois, la première, peut-être elle va mourir, la deuxième, elle plante, la troisième, elle marche. Puis les 10 d'après, on dira, oui, oui, c'est bon, le virement est fait, et point. Tu as viré 10 €, point. Ok. Et ces deux options sidekick, du coup, j'imagine. Non, ce sont des logiques de code que tu fais. Ok. Pour moi, c'est plutôt ton archi qui va faire ça. Ok. Pour citer les développeurs des années 70, que j'aime beaucoup, quand tu as bien fait ta structure de données et les algos sont faciles. C'est un peu ça. Ok. Mais je pense qu'un autre exemple qu'on pourrait prendre pour éclairer le monsieur, c'est si par exemple on a envie de... Ah, merci. Si par exemple on a un job dans lequel par exemple on décide de passer une commande. Ça veut dire que quand on a terminé de passer cette commande par exemple passe à expédier. Sauf que si effectivement il y a un souci pendant ce job et qu'on relance, si à un moment donné ça réussit, il faudrait absolument qu'on passe donc cette commande à expédier, ce qui fait qu'en entrée dans le job, on vérifie déjà si la commande est expédiée. Et si elle n'est pas expédiée,
on relance le job. Et si elle est expédiée, du coup, on ressort. Et c'est ça, en fait, qui la rend independent. Ça veut dire qu'elle peut être rejouée à l'infini et elle ne va pas corrompre les données. D'accord, très bien. Ok. Ouais. Yes, merci. D'autres remarques et questions? Non? Eh ben, je t'en prie, Rémi, c'est à toi. Merci beaucoup, Leijun, c'est ça? Ouais, Legion, ouais. Je vais pas noter la prononciation. Vas-y. Merci encore. Merci.